Alors aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment au carrefour de la santé mentale et du désir d'avoir un enfant. C'est une décision qui peut être incroyablement difficile et angoissante. Comment est-ce qu'on gère un trouble bipolaire traité par lithium pendant une grossesse? C'est un véritable exercice d'équilibriste et on va voir ensemble comment la science moderne offre de toutes nouvelles manières d'aborder la question. Voilà, on est tout de suite au cœur du dilemme. Est-ce qu'il faut vraiment choisir? Choisir entre son propre équilibre psychique, qui est absolument vital, et ce désir profond d'avoir un enfant, et de le vouloir en parfaite santé, bien sûr. C'est une balance où, de chaque côté, le poids est énorme. Entrons dans le vif du sujet. Pour une personne qui vit avec un trouble bipolaire, atteindre une stabilité, c'est souvent le résultat d'un long combat, et d'un traitement qui marche enfin. Et puis, la grossesse arrive et vient tout bousculer. Ça crée un conflit intérieur très fort entre le besoin de préserver sa propre santé mentale et celui de protéger la santé du bébé à naître. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une équation médicale froide, pas du tout. C'est une décision hyper personnelle. D'un côté, on a les risques pour le fœtus. De l'autre, on a le risque de rechute pour la mère. Ce qui, au final, a aussi des conséquences pour l'enfant. Chaque chemin a son propre poids, ses propres implications. Bon, pour sortir de l'angoisse, il n'y a pas de secret. Il faut des faits, des données concrètes. Alors plongeons dedans. Les craintes sont tout à fait légitimes, mais qu'est-ce que la science nous dit réellement sur les risques? On va commencer par la base du mécanisme. En fait, tout part de là, d'un fait biologique simple mais absolument central. Le lithium, il traverse la barrière du placenta. Ça veut dire que la même substance qui aide à stabiliser l'humeur de la mère, eh bien, elle atteint aussi le fœtus. Et c'est ce passage qui pose toute la question du risque. Mais alors, de quel risque parle-t-on exactement? Et là, ce graphique est super intéressant parce qu'il nous montre que le risque n'est pas absolu, ce n'est pas tout ou rien. Regardez bien, avec une dose de 600 mg par jour ou moins, le risque de malformation cardiaque est à peine plus élevé que pour le reste de la population. C'est presque pareil. Par contre, si on passe à plus de 900 mg, là oui, le risque est plus que triplé. Le point crucial à retenir, c'est donc que le risque dépend directement de la dose. Alors, au-delà du risque cardiaque pendant la grossesse, il faut aussi penser à l'après-naissance. Certains BD peuvent présenter ce qu'on appelle un syndrome d'adaptation. En gros, un faible tonus musculaire, on parle d'hypotonie, des difficultés pour téter ou parfois des petits soucis de thyroïde ou de rein qui sont passagers. Ce sont des choses qui se gèrent mais qui font bien sûr partie de l'équation globale. Face à tout ça, l'approche pendant longtemps, c'était un peu binaire. Soit on arrête le traitement, soit on ne fait pas d'enfant. Mais c'est justement là que la médecine moderne change complètement la donne. La solution, ce n'est plus un choix en tout ou rien, mais bien une décision partagée beaucoup plus nuancée. Ce concept de choix médical partagé, il est fondamental. Ça redéfinit complètement la relation. Il ne s'agit plus d'un médecin qui impose une prescription, mais d'une vraie collaboration. On met tout sur la table, les données de la science, l'histoire médicale de la personne, et surtout, ses valeurs, ses préférences. Et ensemble, on construit le meilleur plan possible. Et ce tableau, il illustre parfaitement le véritable arbitrage à faire. Parce qu'arrêter le traitement, ce n'est pas une solution sans risque, loin de là. Le risque de rechute pour la mère est même très très élevé, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. La vraie décision, c'est donc de choisir quels sont les risques qu'il est préférable de gérer pour le bien-être de la mère et de l'enfant. D'accord, mais concrètement, comment ça devient possible, cette décision partagée? Eh bien, ça repose sur un facteur qui change absolument tout. C'est la clé qui permet de sortir de ce dilemme. Et cette clé, c'est la dose. C'est sans doute l'idée la plus importante de toute cette analyse. Grâce aux données qu'on a vues, le risque n'est plus un interrupteur on-off, c'est plutôt un curseur. On n'a pas à subir un risque passivement, on peut l'ajuster et le moduler. Et le bouton de réglage de ce curseur, c'est précisément la dose de lithium. Ce chiffre, il faut vraiment le garder en tête, 600 mg par jour. C'est la donnée la plus puissante de cette histoire. Si la situation clinique le permet, en restant sous ce seuil, on peut faire chuter le risque pour le fœtus, pour le ramener à un niveau quasiment identique à celui de n'importe quelle autre grossesse. Alors, d'accord, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons le comment. Concrètement, ça se passe comment, ce parcours? Eh bien, il existe une véritable feuille de route, un plan de gestion structuré pour naviguer ces 9 mois et même la période d'après de la manière la plus sûre possible. Et là voilà, cette feuille de route. Ça commence avant même la conception, avec une vraie planification. Ensuite vient la gestion hyper importante de la dose pendant le premier trimestre, puis la surveillance du fœtus, la coordination de l'accouchement et enfin la prévention de la rechute juste après la naissance. Chaque étape est pensée, anticipée. Ça transforme un protocole qui peut faire peur en un cheminement beaucoup plus clair et rassurant.
Si on zoome sur cette chronologie, on voit à quel point le suivi est actif. On note par exemple l'échocardiographie fœtale qui est très ciblée entre 18 et 22 semaines, juste pour aller vérifier que tout va bien au niveau du cœur du bébé. Ou encore la révision du traitement immédiatement après l'accouchement, parce qu'on sait que c'est une période à très haut risque de rechute. C'est vraiment un suivi sur mesure. Le message essentiel ici, c'est que ce chemin ne se fait pas en solo. C'est un vrai travail d'équipe, avec des spécialistes en psychiatrie, en obstétrique, en néonatologie, qui ont tous un seul et même objectif, la santé de la mère et la santé de l'enfant. Et cette petite phrase, elle résume tout en fait. Elle met en avant l'autonomie de la personne, l'importance d'une bonne information et la collaboration. Ce sont vraiment les piliers de cette nouvelle prise en charge. Et on va finir là-dessus avec une question pour ouvrir un peu la perspective. Ce modèle de gestion du risque, qui est basé sur la nuance, sur les données et sur l'autonomie de la personne concernée, c'est un exemple assez puissant. On peut se demander comment il pourrait inspirer d'autres domaines de la santé pour une prise de décision plus humaine, plus collaborative. La question, en tout cas, reste ouverte.